Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, c'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, sur notre plateau, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le candidat à l'élection présidentielle, qui a fustigé un gouvernement qui n'est plus en état de gouverner. Le gouvernement n'est plus en état. Il y a une vacance du pouvoir, en fait. Il y a un délitement. Mais plus qu'un délitement, c'est la chienlit, comme disait le général de Gaulle. C'est ahurissant ce qui se passe. Est-ce qu'il faut interdire le mouvement Nuit debout ? Mais on n'interdit pas une révolution. En revanche, il faut peut-être enfin relancer l'économie française, redonner une dignité à la jeunesse. Aujourd'hui, Christophe Sirugue remet un rapport à Manuel Valls sur les minima sociaux. Il souhaite ouvrir le droit au RSA aux jeunes de 21 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est de la démagogie. Moi, ce que je veux, c'est créer de l'emploi pour les jeunes. Le seul objectif du gouvernement socialiste, et c'est pour ça qu'ils vont être balayés, c'est soit de faciliter les licenciements, c'est la loi El Khomri, soit de créer de l'assistanat. Malgré son émission face aux Français la semaine dernière, François Hollande, dans tous les cas de figure, est éliminé au premier tour, selon un sondage de ce week-end d'ailleurs. Peut-il être encore candidat ? Demande le Figaro ce matin. Doit-il renoncer à se présenter ? Bon, c'est à lui de trancher, c'est pas à moi de le dire. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont du bon sens. Ils ont compris qu'ils ne servaient à rien. Vous savez, c'est d'ailleurs pas seulement le problème de François Hollande. C'est le problème d'une classe politique qui commente les événements et qui ne prend pas les mesures qui s'imposent. Mais j'ai toujours dit que le Parti socialiste finirait comme le PASOK grec. À partir du moment où il a abandonné le peuple. Pour revenir ces mêmes sondages qui vous créditent de 5 à 8% des voix alors que vous aviez fait moins de 2% au premier tour de la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne surprise pour vous ? C'est une bonne surprise, mais c'est un socle de départ de 6 à 8%. 8% dans beaucoup de... Je n'ai jamais eu ce type de sondage. Or, les sondages me sous-estiment toujours. Ça veut dire que la voie que je propose, qui est une voie de rupture radicale, mais en même temps avec bon sens, commence à toucher les Français. Mais vous voulez être le président de l'ordre et de la justice sociale, hein. C'est comme ça que vous vous présentez pour 2017. Oui. Alors on a l'impression qu'il y a un peu de droite, un peu de gauche, justice sociale, et que vous voulez pas casser la vaisselle comme le Front National. Il n'y a pas une ambiguïté quand même ? Je veux qu'on sorte nos compatriotes d'un piège. Le piège, vous le connaissez, vous le connaissez bien tous les trois. Le piège, c'est soit on continue avec les incompétents qui ont ruiné la France et qui ne devraient même pas oser se représenter. Dans un pays normal, ils ne se représenteraient pas. Vous mettez au même plan Nicolas Sarkozy. Ils ont gouverné 10 ans, la droite. 10 ans. Et ils osent se représenter. Ils ont ruiné la France. La dette, l'immigration massive, le chômage, la misère. Enfin, c'est insensé ce qui se passe. Et attendez, je finis le piège. Le piège, soit on vote pour cela, soit on part au Front National. Eh bien, il y a 20 millions de Français qui s'abstiennent parce qu'ils ne supportent plus cette espèce de chantage permanent de la classe politique. Mais pour qu'on vous situe bien... Et je propose justement une voie gaulliste, sociale, c'est-à-dire je veux rétablir l'ordre, contrôle des frontières, mettre les délinquants en prison, avoir des repères, et je veux aussi qu'on ne parte pas dans une espèce de purge très dure pour les Français que proposent les Républicains. Je crois qu'on peut redresser la France, relocaliser les productions et ne pas accabler les Français d'une régression sociale encore aggravée comme le proposent les Républicains. Vous êtes maire depuis 1995, député depuis réélu 1997, à 80%. Vous étiez candidat à la présidentielle en 2012. En quoi est-ce que vous incarnez le renouveau ? Mais le renouveau de politique. Je veux une nouvelle politique. Vous savez, on ne peut pas arriver comme ça par l'opération du Saint-Esprit. J'ai été réélu maire justement... Emmanuel Macron a justement par l'opération du Saint-Esprit. Le candidat des banques, du CAC 40, de l'argent roi qui n'a jamais rien fait. Moi, j'ai été réélu, Madame Jacquier, à 80%, à 3 reprises dans une ville de banlieue qui était socialiste. Je crois que j'ai prouvé, par mon ancrage local, que j'étais capable de faire des choses. Les députés ont adopté une proposition de loi qui modifie les règles de la campagne présidentielle. Cette loi prévoit d'assouplir la règle d'égalité stricte du temps de parole dans les médias audiovisuels. Est-ce une tentative de verrouillage pour vous, tout ça ? C'est pas une tentative, c'est un verrouillage absolument scandaleux. 5 semaines sur 5 ans, c'est encore trop pour eux. Mais je vais vous dire, ce que j'ai dit en séance, j'ai dit que comme le Parti socialiste sera bientôt à un score inférieur au mien, eh bien, j'espère que j'aurai plus de temps de parole que le Parti socialiste.
Mardi, à un an de l'élection présidentielle, Thomas Thévenoud, député de Saône-et-Loire, a le sentiment que François Hollande veut se représenter. Il invite le chef de l'État à se soumettre à une primaire pour renouer avec le peuple de gauche. Moi, j'ai le sentiment qu'il a envie de se représenter. Enfin, l'émission de jeudi dernier le montrait. Enfin, c'était déjà. Non, mais ça, qu'il a envie de se représenter, oui, mais vous êtes. Mais moi, je pense que ça va être très compliqué et qu'il faut qu'il repasse par la case primaire pour se redonner du jus, du gaz, de l'élan, de la dynamique et de la confiance, qui renoue la confiance avec le peuple de gauche. Sinon, ça va être très très compliqué pour lui. Et d'ailleurs, passer par la case primaire, franchement. Mais moi, j'en suis persuadé. Oui. Je ne sais pas dans quelles conditions. Alors après, parce que après vous avez le jeu des partis, et notamment du Parti socialiste, qui peut avoir une stratégie un peu d'étouffoir ou d'étouffement de cette primaire. Mais moi, je pense qu'elle aura. Christophe Cambadélis essaye d'enterrer cette primaire. Je pense que dans les décisions qui sont prises, on ne sait pas si vraiment ils la veulent. Enfin... Manuel Valls est favorable à une simplification et une harmonisation des minima sociaux. Et dans ce contexte, le Premier ministre valide l'idée d'un RSA à partir de 18 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Et puis c'est une réponse aussi aux questions et aux interrogations, aux inquiétudes même de la jeunesse qui s'expriment depuis quelques semaines. Le rapport que Christophe Sirugue, mon collègue de Saône-et-Loire, a présenté hier va dans le bon sens. Je ne crois pas qu'on amadoue les jeunes. Enfin, je ne pense pas que les jeunes ne sont pas, ils sont pas naïfs. C'est une question, la simplification des minima sociaux, c'est une vieille question. C'est une vieille rengaine, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et puis, c'est la question de comment on répond à l'inquiétude de jeunes qui partent de chez eux, parfois dès 18 ans, et qui n'ont pas les moyens de se loger. Et bien sûr que la réponse, c'est pas seulement les minima sociaux, c'est de créer des emplois, bien sûr. Mais en même temps, vous savez très bien qu'on va pas... C'est ce que dit Martine Aubry. Il vaut mieux donner un boulot à des jeunes plutôt que de leur donner une allocation d'assistance. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, mais bien sûr qu'il faut donner un boulot aux jeunes. Mais encore une fois, n'opposons pas, créons pas des polémiques. Il ne s'agit pas de dire tout le monde va passer aux minima sociaux. C'est pas du tout ça. Le rapport de Sirugue remis au Premier ministre hier, il dit pas ça. Il dit simplifions les choses et faisons en sorte que ceux qui ne pouvaient pas bénéficier du RSA puissent en bénéficier. Nuit debout, Thomas Thévenoud, qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines. Alain Finkielkraut a été expulsé ce week-end. Ce matin, il publie une tribune dans le Figaro pour réagir à son expulsion. Il parle de kermesse gauchiste. On est entre soi à Nuit debout. Sur cette prétendue agora, on célèbre l'autre, mais on proscrit l'altérité. Il a raison ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas lu la tribune. Moi, je veux pas rentrer dans... Sur son expulsion, est-ce que vous la condamnez? Mais je pense qu'il faut écouter, si c'est une agora, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. La difficulté du mouvement, c'est aussi de faire émerger des idées d'intérêt général. On n'a pas affaire à un mouvement qui va donner les indignés en Espagne. On n'en sait rien. À ce stade, non. Le gouvernement lance aussi une nouvelle campagne contre la discrimination à l'embauche, à un an de la présidentielle. Est-ce que c'est le moment, quand il y a 6 millions de chômeurs? Est-ce que la première des discriminations, c'est pas l'âge? On est à un an, donc tout ce qu'on va faire maintenant peut être taxé d'électoralisme. Alors, il ne faut plus rien faire. Alors pendant un an, on ne va plus rien faire dans ce pays. Oui, mais on peut déplorer le fait que ce soit de l'électoralisme. Ça, c'est un fait. Mais pourquoi c'est de l'électoralisme que de lutter contre les discriminations? C'est ça que je ne comprends pas. Ça devrait réunir l'ensemble du pays. L'idée que nos jeunes, quelle que soit leur origine, quel que soit le lieu où ils résident, puissent accéder à un emploi, ce n'est pas de l'électoralisme. C'est simplement l'application du principe d'égalité. Je ne sais pas. Thomas Thévenoud, une actualité ce matin importante liée à la CGT. Une affiche contre les violences policières fait réagir. Une campagne choquante pour le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et 2 syndicats de policiers. Alors l'affiche, c'est « La police doit protéger les citoyens et non les frapper », dit cette affiche. En plein congrès de la CGT à Marseille, ça fait le buzz, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est choquant, le ministre de l'Intérieur l'a dit, et je pense que quand on est en congrès et quand on est une grande organisation syndicale comme la CGT, on doit faire attention au message qu'on envoie. Dans un pays qui souffre, qui a souffert du terrorisme et dans lequel les forces de l'ordre sont au premier rang pour lutter contre le terrorisme. Donc attention au message qu'on peut envoyer. Et il y a une responsabilité aussi de la CGT dans la période actuelle, en tant que première organisation syndicale du pays. Évoquons l'écriture de votre livre, Une phobie française. C'est un chemin de réhabilitation. Vous racontez vos déboires avec le fisc, vous racontez ce qui vous a choqué, vous racontez comment vous avez oublié de payer vos factures. Vous comprenez, puisque vous parlez de ce qui choque ou de ce qui choque pas, que ça puisse choquer les Français, que vous remettiez ça sur la table dans un ouvrage. Oui, mais alors ça a choqué, maintenant j'en parle, ça choque encore, ça choque tout le temps. Bon, mais je comprends ça, ça fait 2 ans que ça choque. Je termine mon travail et puis à la fin, c'est-à-dire dans un an, c'est stop ou encore.
On veut de moi? Bah, c'est encore. Et vous On veut êtes plus. candidat? Mais ça fait, d'ailleurs, je le dis, même à cette antenne, hein, il y a quelques semaines. Je serai candidat, oui, ça fait 15-20 fois que je le dis, mais je le répète, une 21e fois, je suis candidat. Mercredi, sur ce plateau, Jacques Attali, économiste, écrivain, auteur d'un livre programme pour 2017, s'est dit attentif à Nuit debout, mais préférerait Un jour debout. Pour ma part, je suis à la fois attentif à ce qui se passe à Nuit debout, mais je le dis en effet dans cet éditorial de l'Express, que je préférais Un jour debout. C'est-à-dire justement qu'au lieu de débattre de nuit à des moments un peu hors du réel, on débatte de jour de ce programme, par exemple, et que les débats soient véritablement liés au réel. Je crois qu'il a un avenir que s'il bascule dans Jour debout. C'est-à-dire que s'il décide de s'exprimer de façon non plus seulement en débattant des idées, mais en ayant des idées et en proposant des choses concrètes. Pas simplement le fait d'en débattre. L'économie, priorité des Français pour la présidentielle. C'est clair, 9 Français sur 10 disent que le programme économique constituera un facteur décisif au moment du vote. C'est un sondage au Doxa, FTI Consulting, Les Échos. Votre livre programme sort 12 mois avant l'élection, c'est fort à propos, 100 jours pour que la France réussisse, je viens d'en parler. J'imagine que vous souhaitez sûrement que les Français discutent de ce programme. C'est l'économie qui primera absolument, pas les questions identitaires, pas le terrorisme, pas l'éducation. Je ne crois pas du tout ça. Vous n'êtes pas d'accord avec les Français? Je ne suis pas d'accord avec un sondage, c'est pas avec les Français. Et en plus, le sondage, quand vous posez une question, les Français répondent en général à la question qu'on leur pose. On leur a demandé si l'économie était importante, ils ont répondu oui. Mais je ne crois pas du tout ça. D'abord, je pense que malheureusement, s'il n'y a pas de débat sur un programme, on débattra au dernier moment d'un sujet d'actualité qui viendra, une crise financière, un attentat, telle ou telle proposition de réforme lancée au hasard par un candidat au cours d'un meeting, comme on a vu la dernière fois. C'est ça le risque. Et nous proposons, nous, de traiter beaucoup d'autres dimensions que la simple manœuvre fiscale, qui est souvent le terrain de jeu des candidats, mais qu'on parle des institutions, qu'on parle de l'école, en particulier l'école maternelle, qu'on parle de la défense, qu'on parle de la politique intérieure, qu'on parle de la culture, toute une série de réformes très importantes qui vont, pour employer une expression vulgaire, passer à l'as, pas dans le mur. Parce que si la prochaine élection présidentielle a lieu seulement sur des personnes, et comme c'est parti, hein, c'est comme ça que ça se prépare, eh ben, il ne se passera rien. Il a dit, il y a des progrès, à droite en tout cas pour commencer, les candidats à la primaire. François Fillon a un programme qui est quand même largement abouti, enfin assez abouti. Alain Juppé aussi. Ce qu'a fait François Fillon, c'est certainement ce qui est le plus avancé. Et c'est chiffré selon vous? C'est pas du tout complet, c'est pas assez chiffré, tandis que notre programme l'est en détail. Ça porte pas sur tous les sujets, et la méthode qui consiste à sortir des petits bouts par petits bouts n'est pas la bonne, à mon sens, parce que un candidat à l'élection présidentielle doit avoir une vision globale du pays. Donc à droite, ils prennent du temps, mais c'est pire à gauche, puisque le président de la République ayant dit qu'il ne serait éventuellement décidé à annoncer son hypothétique candidature qu'au mois de décembre, personne ne va bouger, et il n'y aura pas de programme présidentiel de la gauche avant ce moment-là, c'est-à-dire qu'il sera improvisé et pas débattu. Quelles sont les mesures les plus courageuses à prendre tout de suite, hein, dans les 100 jours, hein, après l'élection? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais d'abord réformer les institutions pour réduire le nombre de parlementaires, y compris de sénateurs, puisque nous sommes ici au Sénat. Vous proposez de passer à 50 sénateurs, Absolument. 200 députés 200 et un mandat unique de 7 ans. Absolument. Je pense que l'actuel président de la République, comme les autres candidats potentiels, devrait dire maintenant, voilà ce que je vais faire. Et si le président de la République disait ou avait dit dans sa dernière émission, je sais, après avoir beaucoup réfléchi et 4 ans d'expérience à l'Élysée, que le pays a besoin de cette réforme, cette réforme, cette réforme, cette réforme. Je sais que quel que soit le prochain président de la République, moi ou un autre, ils le feront. Donc, je les lance maintenant, je les commence maintenant, et moi ou un autre les poursuivront pendant 10 ans. Un président est d'abord quelqu'un qui sacrifie sa vie personnelle et son ambition personnelle au service du pays. C'est ça la grandeur de cette fonction. Emmanuel Macron, un homme neuf, pourra avoir ce courage? Emmanuel Macron incarne le fait que les Français ont envie de quelqu'un de nouveau, mais il n'a pas de programme. Et pour l'instant, je le regrette, il se garde bien d'en avoir un. Nous avons un programme, pas d'homme ou de femme pour le porter. Peut-être que ça pourrait aller ensemble.
Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Jacques Attali, vous écrivez des livres, vous faites des rapports, vous donnez des conseils. Est-ce que vous auriez aimé avoir une fonction ministérielle, exécutive ? Est-ce que vous auriez aimé être ministre de François Mitterrand ? Il me l'a proposé, il l'a dit lui-même, et je l'ai refusé. Donc, pas de regret ? Non, pas de regret. Vous savez, la fonction d'un ministre, l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. L'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain. Jeudi, Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre, députée socialiste du Finistère, se pose une question. Quel est le projet politique d'Emmanuel Macron ? Quel est le projet politique de Macron ? Quelle est sa vision de société ? Je ne sais pas encore. Mais sa vision de la société, c'est la suppression de l'ISF, par exemple. Suppression de l'ISF, voilà. C'est pas tout à fait ma position. Je pense que c'est pas forcément ça qui a à faire. Mais il est quand même en tête chez les sympathisants de gauche. C'est nouveau. Mais moi, c'est pas mon souci. Il est ministre de l'économie. C'est quoi le chiffre du chômage aujourd'hui ? Les Français que je rencontre ne supportent plus ce petit jeu-là. Alors bien sûr, ils répondront à des sondages. Ils ne supportent plus le petit jeu politicien. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raison en voulant dépasser le clivage droite-gauche ? Pourquoi est-ce que vous me parlez d'Emmanuel Macron, vous là ? Est-ce que Emmanuel Macron, c'est... Parce que c'est lui qui veut dépasser le clivage droite-gauche à l'heure actuelle. Non, il veut pas. Je pense qu'il faut parler d'Emmanuel Macron, qui fait des choses extrêmement intéressantes sur les innovations technologiques. Sur les innovations technologiques. Qu'il doit travailler et ne pas être dans la politique politicienne avec En Marche, par exemple. Alors, je vais vous dire, là, j'ai le droit à un sourire. J'ai le droit à un sourire. Oui. S'il dit il faut qu'on se mette en marche, ça veut dire que depuis qu'il est secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie, il marche pas. J'espère qu'il marche quand même depuis 2012. Hein. Effectivement, je crois que ça va mieux. C'est toujours difficile à entendre pour les gens qui sont au chômage. Mais objectivement, c'est vrai. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ce que recherche le président de la République, et il a raison, c'est remobiliser tout le monde. J'ai envie de vous dire... Qui a démobilisé tout le monde ? Oh, mais ça, c'est facile à dire. Je veux dire, c'était une parole de journaliste. C'est facile à dire, non. Je veux dire, c'est un constat global. Non, mais on est en crise politique, c'est vrai. On est en crise économique, c'est vrai. On est en crise sociale, c'est vrai. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, le rôle d'un président de la République, c'est pas de dire à la télévision, c'est de ma faute, je suis désolé, attendez 2017. Alors, attendez, justement, ce serait idiot. Le patronat ne peut pas exiger des baisses de charges supplémentaires, dit-il, sans que lui-même prenne ses responsabilités. Il insiste sur ce mot responsabilité. C'est quoi ? C'est le fameux million d'emplois promis par Gattaz qui n'est pas au rendez-vous ? C'est ça que François Hollande est en train de pointer du doigt, par exemple là ? Je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à M. Gattaz, je peux le redire ici facilement. Est-ce que vous pouviez imaginer de telles sommes rendues à la compétitivité de la France ? Non. Non. D'ailleurs, personne ne l'avait imaginé. Ça a été fait. François Hollande n'a-t-il pas trop cédé au MEDEF durant son quinquennat ? Il n'a pas cédé au MEDEF, il a fait un choix. Choix qui a été contesté par certains, vous l'avez entendu comme moi. Il a fait le choix de dire, depuis des années, on dit le coût du travail est trop élevé en France. Tout le monde le dit. Donc ça fait des éditos formidables, etc. Est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas ? Je suis... Alors, là, parfaitement pas langue de bois, moi, je suis inquiète pour mon pays. Quand on passe le matin, le midi, l'après-midi, le soir, à se demander si la personne qui est présidente de tous les Français, y compris de vous-même... Mais c'est quand même important de savoir ce qu'il va faire. Eh bien, moi, c'est important de savoir ce qu'il fait et pas ce qu'il va faire. Parce que la politique fiction en disant on verra dans un an, on verra dans 2 ans, sauf qu'il y a des choses qui se règlent quasiment... quotidiennement. Politique fiction alimentée par les politiques, quand même, souvent. Et alimentée par les politiques, je vous l'accorderai. Il serait peut-être temps qu'on change de génération de politique et qu'on se modernise, parce que les jeunes politiques sont souvent archaïques dans leur comportement aussi de starisation. Je crois qu'il y a Macron archaïque, c'est ça que vous dites ? Tout le monde, toute la classe politique. Je ne me mets pas à part parce qu'on est tous pareils. On fait attention à son image, on fait attention à ce qu'on va dire, pas dire, la façon de sortir un peu de la masse. Aujourd'hui, dans un déchirement social tel que l'on connaît, je pense que ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, je connais des gens qui payent l'ISF et qui ne quittent pas la France, qui sont d'ailleurs très mobilisés, y compris donc c'est pas un sujet aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le sujet. Et c'est surtout, vous savez, on vient d'avoir les Panama Papers. On vient d'avoir des augmentations de salaire de grands patrons dont les gens n'imaginent même pas qu'on puisse avoir autant d'argent et se demandent même ce qu'on fait avec. Il faut faire attention.
Il y a des gens qui vont pas bien, qui sont au chômage, qui attendent du boulot, qui attendent la réponse au CV, et tout d'un coup, on leur dit, l'ISF, attention au sujet qu'on choisit dans un pays qui va mal. Parce qu'on a à mobiliser tout le monde, y compris ceux qui gagnent 1 200 € par mois, et qui se demandent comment on peut se poser des questions sur l'ISF. Pour Thierry Solère, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et président du comité d'organisation des primaires de la droite et du centre, Emmanuel Macron, c'est beaucoup de com' et pas beaucoup d'action. Il devrait être candidat à la présidentielle directement, Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, nous, à droite, on fait une primaire pour sélectionner un seul candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Mais je vois bien qu'il y a une primaire à gauche qui est en train d'avoir lieu. Vous l'invitez à être candidat à la primaire de la droite et du centre ? Elle a lieu, la primaire, en ce moment, à gauche, entre le président de la République, son Premier ministre, son ministre de l'économie. Dans la nôtre, écoutez, j'ai vu qu'il était favorable à la suppression de l'ISF. J'ai dit bravo. Mais vous savez, Emmanuel Macron, il parle beaucoup, mais il fait pas grand-chose. Moi, je crois que ça intéresse pas beaucoup, à part les magazines. Sauf la proposition. Voilà, mais bon, écoutez, moi, je pense que c'est beaucoup de com' et pas beaucoup d'action. Quand on est ministre, on n'est pas là pour parler, on est là pour faire. Et Emmanuel Macron, il aime beaucoup parler. Et voilà, écoutez, s'il veut être candidat à la présidentielle, bienvenue face à François Hollande. Oui, alors justement, puisqu'on parle de ça, si jamais il était candidat à la présidentielle de 2017, il serait un danger pour François Hollande, à votre avis, mais est-ce qu'il ne serait pas un danger aussi pour le candidat de la droite ? Écoutez, moi je crois que les Français veulent massivement tourner la page de la gestion socialiste qu'il y a eu depuis 2012. Emmanuel Macron, il a été secrétaire général adjoint. Il est responsable aussi de cette gestion socialiste. Bien sûr. Ah ben, il est même l'initiateur, depuis l'élection de François Hollande, de la politique économique qui a conduit notre pays à avoir 39 000 chômeurs, rien que le mois dernier en plus. Visiblement, Hollande ne le tient plus, autorité zéro de la part du chef de l'État. Oui, ça fait presque peine de voir un président de la République qui contredit son Premier ministre maintenant sur les plateaux de télévision et qui a un jeune ministre de l'économie qui, de toute évidence, cherche plus à le remplacer qu'à faire son travail. Vous parlez de votre famille politique. Jean-Pierre Raffarin ne voit pas d'incompatibilité entre Alain Juppé et Emmanuel Macron, vous êtes d'accord ? Surtout dans les mots. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut supprimer l'ISF, oui, il n'y a pas d'incompatibilité avec nous. Le problème, c'est qu'il est ministre, il n'est pas là pour le dire, il est là pour le faire, et il ne le fait pas. Quand Emmanuel Macron vous dit qu'il faut relever les seuils sociaux et qu'il ne le fait pas, vous voyez, dans les mots, Emmanuel Macron, il va souvent bien. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il nous fait des annonces qui ne sont jamais suivies des faits. Donc c'est de la com'. Alors après, si il veut se présenter sur ce programme-là au sein de la gauche à l'élection présidentielle, qu'il le fasse. S'il veut être candidat à la primaire de la droite, il a jusqu'au 9 septembre pour déposer ses parrainages. Moi, je vous dis, au fond, c'est difficile. Le prochain président de la République, il aura un job très difficile. Et vous voyez, moi, si vous me demandez de faire décoller un Airbus à 380 dans 20 minutes à l'aéroport de Roissy, je ne vais pas être candidat pour le faire parce que je ne sais pas le faire. Si quelqu'un fait un infarctus et qu'il faut l'opérer du cœur, je ne serai pas candidat. Donc la France est trop gros pour Ramayad ? Pas que pour Ramayad. Je pense que dans un pays qui est frappé par le terrorisme, dans un pays qui connaît une telle explosion du chômage et des déficits publics, on cherche un chef d'État pour 2017 qui aura un niveau très important. C'est pour ça que nous, à droite et au centre, on a mis ces primaires avec un niveau de parrainage requis pour être candidat qui sont vraiment très difficiles. Il y a une douzaine de candidats à la candidature. Combien au final, selon vous ? Moi, je pense que 5-6, vous verrez que ce sera difficile d'en avoir plus que ça. Chacun finance sa propre campagne. C'est d'ailleurs légitime parce que... Mais qui contrôle le législateur. Alors, 3 sénateurs ont été désignés pour encadrer les débats. Pierre Charon, Gérard Larcher, Jean-Pierre Raffarin. Il y avait besoin de casque bleu ? Non, personne n'a été désigné. J'ai vu cette information sur je ne sais plus dans quelle radio. France Info. Voilà, sur France Info. Non, il n'y a pas de désignation de... Voilà, mais par contre, moi, je me réjouis qu'il y ait des gens qui s'auto-érigent pour essayer mettre un peu de lien. La primaire, c'est une compétition dans la même famille politique. Est-ce que ça va créer de la tension ? Oui, bien sûr. Et moi, je me réjouis, je le dis ici notamment à Public Sénat, que le président du Sénat, Gérard Larcher, qui participe au groupe sur les primaires, son autorité morale participe, quand il y aura de temps en temps des crispations, à détendre un peu l'atmosphère. C'est pas une guerre entre les uns et les autres, c'est une compétition. La semaine dernière, Le Monde a révélé que vous auriez été écouté par la DGSE lors des législatives de 2012. Claude Guéant était alors votre rival. Est-ce que vous avez porté plainte ? Oui, j'ai porté plainte, mais j'ai vu que contre X, moi je ne sais pas si cette affaire est vraie, j'ai vu ça dans Le Monde comme vous. Est-ce que vous en savez plus depuis les révélations du Monde ? Du tout, non, j'en sais absolument pas plus. J'ai vu que la justice était saisie, je m'en réjouis. On est dans un état de droit, si c'est vrai c'est grave et c'est à la justice de le dire.
Vous avez eu Claude Guéant depuis ou pas? Non, je n'ai pas eu Claude Guéant depuis, mais je l'ai peu au téléphone depuis les législatives, c'est logique. Disparition de Prince hier soir. Est-ce que vous appartenez à cette génération funk? Vous avez l'âge en tout cas. Oui, alors dit comme ça, si je vous dis que je appartiens à la génération funk, je suis sûr que je vais faire un buzz immense. Mais oui, j'ai 44 Ah, mais ans. vous dansez sur Prince alors. Bah là, oui, vous allez bien faire du sûr, buzz. 44 ans, c'est ma génération Prince. Et c'est un grand artiste qui s'éteint, jeune, 57 ans. Voilà, mais c'est un grand nom. Et c'était magnifique. Voilà, c'était les meilleurs moments de Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne semaine à tous.